Violette Jacquet est née Zilberstein en 1925, fille unique d'un couple immigré de Transylvanie, province ballottée entre la Hongrie et la Roumanie. Elle grandit au Havre, commence le violon à l'âge de 6 ans et demi, ce qui lui permettra de faire partie de l'orchestre à Auschwitz-Birkenau. En 1942, la famille quitte le Havre pour Paris. Après avoir échappé à la rafle du Veldiv, elle se réfugie chez un parent à Lille, dans cette région rattachée au commandement militaire allemand de Belgique. Violette et ses parents sont dénoncés et arrêtés. Ils se retrouvent au camp de Malines, le Drancy belge, y passent une douzaine de jours, puis sont chargés dans un train. Il faisait chaud, c'était le 31 juillet. Il faisait chaud, on avait quand même, et je ne sais pas par quel biais, on avait quelques provisions. En tout cas, je n'ai pas le souvenir d'avoir souffert de la faim dans le train. Et pas même de la soif, je n'en ai pas le souvenir. Ça s'est passé vraiment dans un espèce de cauchemar parce que d'une situation, disons, relativement normale, et encore une fois entre guillemets, prison, Malines, tout ça, nous nous trouvions tout d'un coup dans une situation carrément anormale, c'est-à-dire un wagon à bestiaux et 80 personnes là-dedans, avec un seau hygiénique au bout, enfin, l'horreur. Moi, je sais que ça m'a coupé toute envie. Je suis restée constipée pendant je ne sais combien de temps. Constipée, puis après, peu de temps après l'arrivée, ça a été la dysenterie. Bon, donc de caribensile là, mais on se relayait pour dormir, il y en a qui restaient assis, l'autre mettait sa tête sur les genoux, enfin, c'était... Entre vous trois? Entre nous trois, entre tout le monde finalement. Tout le monde essayait de s'arranger pour... on ne pouvait pas tous être allongés et dormir en même temps, donc on se relayait pour dormir. Il y avait une espèce de contact entre les gens du wagon? C'était très tendu. Oui, c'est ça. C'était très tendu. C'était pas une ambiance d'amour et de solidarité. C'était très tendu. On espérait, parce qu'il y avait eu un convoi ou deux avant le nôtre qui avait été attaqué par des résistants belges, on espérait une espèce de chose comme celle-là. Vous l'aviez su? Oui. À Malines, on l'a su. À Malines, on l'a su. Et on espérait ça, mais c'était bon. Certains avaient envie de découper dans le wagon des lattes pour pouvoir s'échapper. D'autres hurlaient en disant que ce seraient les autres qui seraient responsables et que ça amènerait des mesures de rétorsion très graves. Alors ça s'engueulait aussi à ce niveau-là et pour ces raisons-là. En tout cas, il n'y a pas eu d'attaque des résistants, il n'y a pas eu de lattes enlevées et nous sommes arrivés jusqu'à Auschwitz. Ça a pris combien de temps, Malines? 3 jours. 3 jours et 3 nuits, ouais. Et comment vous étiez avec vos parents? C'était déjà vous qui souteniez? Oui et non, enfin, on avait assez bon moral. Déjà qu'on s'était retrouvés, nous redonnait une espèce de confiance et je dis pas de joie de vivre, mais enfin une certaine sérénité. Et puis encore une fois, on ne pouvait pas, bien sûr, le mot de Pichipoi avait déjà apparu dans le vocabulaire. On allait à Pichipoi, comme personne ne savait où c'était Pichipoi. Et je vous dis, on pensait qu'on allait nous utiliser à des travaux durs, mais à des travaux, à travailler. Pas une seule seconde, on ne pouvait imaginer l'horreur pareille. Vous êtes arrivé à quel moment de la journée? Vous vous souvenez? Oui, ça devait être vers les 10 h du matin. C'était... Oui. Alors on a séparé d'abord les hommes des femmes. Je n'ai plus revu mon père. On a séparé assez largement les deux groupes. Et ensuite les femmes des femmes. Et on a fait monter ma mère dans un camion. Alors on arrive, on commence par nous emmener à la sauna, on nous déshabille, on nous rase la tête, les aisselles, le pubis, on nous emmène au tatouage,
Entre-temps, je demande à tout ce qui passait à ma portée, où sont les gens qui étaient dans les camions. Pratiquement la même réponse, dans un autre camp, dans un camp mieux que celui-là, dans un camp plus doux. Et puis, à l'endroit où on nous a tatoués, c'était dans une espèce de hangar, il y avait une femme allemande, une Aufseherin. J'avais fait de l'allemand au lycée, donc je parlais allemand. Vous compreniez? Non seulement je comprenais, mais je suis allée la trouver, ne sachant pas du tout à l'époque que les oukazes voulaient qu'on se présente avec son numéro, qu'on n'avait pas le droit de s'adresser à un Allemand. Il fallait attendre à un SS que ce soit lui qui s'adresse à vous. Mais n'étant pas du tout au courant de ce genre de truc, je m'adresse à elle et je lui dis où sont les gens qui sont partis avec les camions. Ils sont dans un autre camp, me dit-elle, elle aussi. Bon, je me dis, il faut quand même que je sache. Vraiment, ça me tourmentait beaucoup trop. Parce que je disais toujours, ma mère est partie sur le camion, où sont les gens qui sont sur le camion? Alors je vois une internée, une femme, une de celles sans doute qui tatouait les bras. Et je lui dis, dis donc, j'ai une copine qui était avec moi et qu'on a emmené un camion. Alors elle me montre la fumée qui sort par... je lui dis, tu vois, elle est peut-être là dans cette fumée. Je ne comprenais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle dit, et là elle m'a expliqué. Tout de suite, je l'ai su donc dans les 3 heures qui ont suivi mon arrivée. Elle m'a expliqué le gaz à tout. Elle m'a expliqué le gaz. Chambre à gaz et puis ensuite crémation. Alors je vais trouver la chef de bloc, je lui dis bon ben voilà, je suis violoniste, je ne me suis pas présentée au premier coup, mais j'aimerais bien passer une audition. Alors elle me dit bon, très bien, et elle m'emmène à l'orchestre. À l'époque, chef d'orchestre s'appelait Tchaïkovska, qui devait son poste certainement à cette similitude de nom avec Tchaïkovski. Elle n'avait rien de commun avec Tchaïkovski. D'abord, elle était polonaise, et puis ensuite, sur le plan musical, elle était complètement nulle. Elle avait dû taper sur un piano à un moment donné ou un autre de sa vie. Et je me dis, bon, ben, je vais... Ça faisait un moment que je n'avais pas joué de violon, ça faisait bien 3 ans que je n'avais pas... Je joue la méditation de Thaïs. Enfin, j'assassine la méditation de Thaïs. Alors même elle, qui n'était pas... très bonne musicienne, a tout de suite compris que j'étais pas non plus vraiment quelqu'un de très intéressant sur le plan technique et sur le plan machin. Bon, très bien. Elle me dit non, non, ça va pas, je rentre dans mes pénates et puis terminé. Bon, et les 6 semaines se passent, nous sommes transférés au camp B, donc le camp de travail. Comment se sont passées ces 6 semaines? Il y avait donc des filles que vous connaissiez? Ah bien sûr, bien sûr. Comment était l'ambiance? L'ambiance, c'était D'abord, beaucoup d'entre nous, moi y compris, avons été touchés par la dysenterie. Donc, bobo, vraiment. La nourriture, bon, tout le monde sait ce qu'il y avait, un machin de soupe le midi, le matin une espèce de breuvage surnommé café ou thé, qui n'était ni du café ni du thé, et le soir, une ration de pain, c'est-à-dire un pain comme ça, coupé en 4, dont la plupart des chefs de bloc coupaient une bonne tranche au milieu, de manière à se faire un petit machin. Et puis un morceau de margarine ou un morceau de saucisson, morceau de margarine qui était à peu près comme ça, ou alors un morceau de saucisson comme ça, épais comme mon pouce. Voilà. Eh bien, nous étions confinés dans nos bas-flancs, à nous raconter des histoires, à nous raconter nos espérances, Alors là, tout le monde savait qu'il y avait la chambre à gaz. Nous donnions des concerts le dimanche pour les internés, parfois dans des blocs de revire. Et quand nous étions en train de répéter dans notre bloc, arrivait le chef du camp, ou Kramer, ou des Aufseherines, ou Mengele, qui choisissait dans tous les morceaux que nous avions au répertoire, tel et tel et tel, ils écoutaient 4-5 morceaux. Nous avions entre autres joué en soliste par Alma Rosé, les légendes de la forêt viennoise, les airs bohémiens de Sarrazate, qu'elle jouait magnifiquement bien. Et le seul compliment qu'elle m'ait jamais fait un jour, ça a été un coup d'œil, parce que les airs bohémiens de Sarrazate, ça faisait partie un petit peu de mon folklore, et qu'il fallait donc l'accompagner.
Alors, elle jouait et nous devions plaquer un certain accord à un certain moment. Et ça, c'est une chose que je savais faire. Vous êtes la seule que je savais bien faire, mais je savais la faire. Et elle m'avait montré son contentement par un petit coup d'œil comme ça qui m'avait semblé. Par ailleurs, j'ai été punie aussi plusieurs fois parce que j'avais fait une fausse note ou machin. Bon, alors ça consistait à laver pendant 8 jours la pièce de répétition. Enfin, c'était pas très Vous grave. n'alliez pas jouer pour les Allemands là où ils étaient, Non, dans leur bloc. Ils venaient jamais. écouter sur place. Exactement. Et ils venaient, je ne dis pas clandestinement, mais enfin pas officiellement. C'était leur petite détente, mais ça ne faisait pas partie de leur devoir. Enfin, ils ne venaient pas pour, par exemple, pour voir si on faisait des progrès ou si on machin. Normalement, ça ne les concernait pas vraiment. Ils venaient pour leur détente. Et à ce sujet, je vais vous dire une chose très très curieuse du comportement, justement. J'ai gardé plusieurs très bonnes amies qui étaient dans l'orchestre avec moi, dont une qui s'appelait Hélène. On l'appelait la grande Hélène parce qu'il y avait une autre Hélène qu'on appelait la petite Hélène. Et la grande Hélène était une merveilleuse violoniste. C'était une fille qui avait un an ou un peu plus d'1 an de moins que moi et qui travaillait au Conservatoire de Bruxelles, qui était une merveilleuse violoniste. Mais vraiment, elle aurait continué, je suis sûre que ça aurait été une... Bon. Et on s'est réunis à plusieurs reprises ensemble, comme ça, et on parlait comme ça de la venue de Mengele dans l'orchestre. Et je lui dis, il était beau, c'est vrai qu'il était beau. Il était beau, moi je l'avais surnommé Charles Boyer, il était brun avec l'œil de velours, pas du tout le type même arien tel que le définissait Hitler, tout le contraire même, et très musicien. Il nous demandait pourquoi on ne jouait pas Bach, par exemple. Et elle me dit, mais moi je serais incapable de le dire. Moi j'étais fascinée par ce type, comme je connaissais à peu près par cœur la partition, j'étais fascinée, je ne levais pas les yeux de ce type tellement... Pas fascinée d'horreur, mais fascinée. Alors qu'elle me dit, je serais incapable de te le décrire parce que je ne voulais surtout pas savoir qu'il était là, je ne voulais pas le voir. C'est drôle, non? D'ailleurs, cette admission à l'orchestre a été vraiment un miracle parce que j'ai eu le typhus 10 jours après. Et on m'a transféré au Révire. Et je suis passée par 2 sélections, toutes les 2 faites par Mengele, me disant que si par hasard il me mettait à gauche alors que c'était à droite qu'on gardait vivantes les femmes, je dirais que je suis dans l'orchestre, peut-être que ça me sauverait la vie. Ça me l'aurait, oui ou non, sauvé, je n'en sais rien. En tout cas, je l'aurais dit. Vous sentiez quand même protégée dans cet orchestre? D'une certaine façon, oui. Oui. Et puis je vais vous dire, nos conditions de vie étaient, je vous dis, 3 étoiles par rapport aux autres. Nous étions d'ailleurs très enviés, à juste titre. Mais plus enviés encore que notre situation le voulait, parce que c'est vrai que nous étions bien habillés, c'est vrai que nous avions chacune un chalit et une bonne couverture chaude. C'est vrai que nous avions une douche tous les jours, ce qui était fabuleux. C'est vrai que nous n'étions pas dehors pour l'appel, car nous étions si peu nombreuses que dès que l'Officerine arrivait, on était 40, on se mettait en rang, elle nous comptait, elle partait. Il n'y avait pas de problème de ce côté-là, jamais dehors, donc par le froid, le vent, la neige, la pluie. Donc tout ça a été très, très positif. C'est vrai aussi qu'on ne nous volait pas sur la nourriture. Et que par exemple, le cubel de 50 litres de soupe était intégralement distribué en la remuant, et non pas comme dans d'autres blocs où on donnait le haut et le jus aux malheureuses premières, et puis le bas restait pour les chefs de bloc ou les capots. Tout ça était très important, mais nous n'avions aucun moyen, et je vais employer ce mot qui était d'usage là-bas, d'organiser quoi que ce soit. Organiser, ça voulait dire voler, ça voulait dire se procurer, ça voulait dire tout ce qu'on veut. Moi, je suis passée par 2 sélections. Il y en a 2 à ma connaissance qui sont mortes au Révire du typhus, qui sont mortes de mort naturelle. À ma connaissance, il n'y en a pas qui aient été sélectionnés et sauvés ou pas sauvés du machin. Mais, aussi protégés que nous ayons été, il nous apparaissait comme évident que sous le moindre prétexte, sous le moindre ordre, sous la moindre fantaisie d'un chef de camp SS, on pouvait passer au gaz. S'il avait décidé un jour, bon, ça suffit l'orchestre, à le bol, on garde le tambour, on garde le machin, tout le reste de l'orchestre au gaz, nous n'étions pas protégés sur le plan de la vie, du tout. Nous étions protégés
jusqu'à un certain point. Et nous avions une vie. Autant vous dire que je ne serais pas là si je n'avais pas été dans l'orchestre. Ça, c'est évident. Pour vous, c'est clair. Car je suis sortie du Révire 6 semaines après. J'avais eu en même temps un phlegmon au bras qu'on a ouvert. La cicatrice est là, elle est très très jolie. On l'a ouvert, on n'a rien refermé. Ça s'est refermé tout seul. Bon. Au bout d'une semaine, ça me démangeait terriblement. J'ai ouvert le pansement, il y avait plein de poux dans le pansement. Bon. Je suis sortie dans un état de faiblesse et de... absolument indescriptible. J'avais une gale purulente. Il y avait la gale, bien sûr. Beaucoup d'entre nous avaient la gale. Les poux, on avait beau être propre et s'épouiller tous les soirs, il y avait des poux. Je me suis trouvé des morpions entre les cils. Morpions. Elle démangeait, je tire, je vois un morpion au bout du cil. Et j'avais une gale purulente, j'étais couverte de scrofules, enfin c'était vraiment épouvantable. La nuit, ça se collait sur ma chemise de nuit, j'étais obligée d'arracher la chemise. On m'a fait aller au Révire et les médecins qui n'avaient rien pour nous soigner, rien, donnaient des cachets avec rien dedans, placebo, enfin rien. Les pansements étaient changés 1 fois par semaine, pas plus. D'ailleurs, le médecin-chef interné, quand il a vu que j'avais défait mon pansement, m'a fait fichu une paire de claques. Parce qu'il a dit, je ne peux pas, mais pleurant, je ne peux pas te le changer, il ne fallait pas l'enlever ce pansement, je ne peux pas t'en mettre un autre. Je veux dire, je ne lui en veux pas du tout, parce que c'est la misère qui lui a fait faire cette réaction. Bon.